Cette idée de la permaéconomie, c'était finalement redonner à la permaculture tout son potentiel de transformation de nos sociétés, de nos économies. Telle qu'elle a été conçue dans les années 70 par les fondateurs, Bill Mollison, David Holmgren notamment, la permaculture, c'est vraiment applicable à tout système de production humain, et en s'inspirant de la nature, on les rend soutenables. Je me suis dit, mais pourquoi tout système de production humain? C'est pas que l'agriculture, c'est pas que le maraîchage, ça peut être la conception de modèles économiques, ça peut être la conception d'aménagement du territoire, ça peut être la conception de modèles éducatifs ou de modèles de gouvernance. Et donc, on peut aller beaucoup plus loin que la permaculture, en fait, que ce qu'on fait aujourd'hui. Et encore, d'ailleurs, rien que dans le domaine agricole, c'est très embryonnaire. Donc voilà, l'idée, c'était de redonner une nouvelle ambition, un nouveau souffle, mais sans réinventer un nouveau concept, parce qu'il y a déjà énormément de concepts, et se dire que finalement, avec ce concept-là, il est suffisamment riche pour faire vraiment beaucoup de choses. Pour moi, biomimétisme, économie circulaire, économie de la fonctionnalité et prise en compte de la biodiversité, c'est indissociable. Si on commence à faire une économie circulaire pour elle-même, comme un objet comme ça qui tourne sur lui-même, déconnecté du vivant, déconnecté de la biodiversité, on est à côté de la plaque. Il faut réintégrer la logique de création de valeur dans la grande dynamique du vivant. Et ça, la permaéconomie permettait de le très bien. Et ma première question va être un peu cash, même si on a des acteurs économiques devant vous. J'ai envie de vous demander, Emmanuel Delannoy, face aux bouleversements environnementaux actuels qui sont provoqués, il faut bien dire, par l'activité humaine, notamment par son activité industrielle et économique, est-ce que l'entreprise, est-ce que l'économie ne serait pas l'ennemi du vivant? Alors c'est bien que c'est vous qui l'ayez dit comme ça, je ne l'ai pas dit, hein, vous êtes témoin, si jamais il y a quelqu'un qui m'élève dans la salle, c'est moi, hein, c'est elle qui l'a dit ça. On pourrait dire ça, et on va développer l'idée évidemment, mais j'ai envie de dire comme Cyrano, d'ailleurs on n'est pas très loin, oui mais c'est un peu court. Voilà, vous connaissez la suite. Pourquoi? Parce qu'en fait l'entreprise dans le vivant, c'est effectivement quelque chose qu'on regarde souvent, et naturellement, c'est ce qui se voit quand même le plus, ça sous l'angle des impacts. Donc effectivement, toute activité économique a des impacts négatifs sur la biodiversité. On consomme de l'espace pour faire des infrastructures, pour faire des usines, pour faire des rocades, des centres commerciaux, etc. On consomme des ressources, bien sûr. On a des tas d'émissions. Et donc tout ça, ce sont effectivement des impacts négatifs sur la biodiversité. Et on ne va pas se voiler la face ici. La cause principale de l'extinction actuelle de la biodiversité, et je rappelle que nous sommes en train de vivre la 6e grande crise d'extinction. La 5e, c'était quand même celle qui a eu lieu il y a 65 millions d'années avec la disparition des dinosaures. Nous sommes aujourd'hui dans une crise de la biodiversité qui est comparable en termes d'ampleur et en termes de durée pendant laquelle cet impact, cette ampleur a lieu, à court. Alors, rapidement, pour rappeler quand même, j'aime bien cette image, rappeler aussi où on est quand même dans tout ça. Vous voyez que cette petite branche là, Homo sapiens, juste à côté de la souris, d'ailleurs Mus musculus, avec laquelle on partage 95% de nos gènes. Tout ça, c'est votre arbre généalogique, c'est l'arbre phylogénique, comme on dit plutôt, c'est l'ensemble de la diversité du vivant aujourd'hui. C'est entre 12 et 25 millions d'espèces, et encore, quand on compte que les espèces multicellulaires, celles qu'on peut voir à l'œil nu, plantes, champignons, animaux, tous ensemble. Parmi ces 12 à 25, on en connaît 1,2 million. C'est-à-dire qu'on a décrit 1,2 million d'espèces, et quand je dis qu'on les connaît, on leur a donné un nom, on sait vaguement à quoi elles ressemblent, mais on ne sait quasiment rien de leur vie, de leurs conditions d'existence, de leurs besoins. Autant dire que nos connaissances de la biodiversité qui colle cette planète-ci, elles sont extrêmement parcellaires, très lacunaires, et qu'on peut même se demander s'il n'y a pas certaines exoplanètes qu'on connaît un petit peu mieux que notre planète Terre. Donc il serait bien de regarder aussi ce qui se passe chez nous. Autre message important aussi qu'on voit ici, c'est que tout ce que vous voyez en violet, c'est-à-dire plus des 3/4 de ce cadran, l'ensemble de la diversité du vivant, ce sont des micro-organismes, ce sont des bactéries, ce sont des archées. Et ce sont finalement des organismes unicellulaires extrêmement simples. Tout ça pour dire que vu de l'espace, et notamment en nombre de cellules, quasiment la totalité du vivant sur Terre, ce sont des micro-organismes. Rien que dans votre propre enveloppe corporelle, vous avez autant de cellules non humaines, de bactéries, que de cellules humaines. Mais ce sont des organismes avec lesquels vous vivez. En fait, vous êtes chacun d'entre vous un écosystème complet, complexe, extrêmement riche et diversifié. Et d'ailleurs, il n'y en a pas deux ici qui ont le même écosystème entre eux. Autant dire que la biodiversité, elle est partout. Et la biodiversité, c'est quelque chose qui est intime et qui nous concerne tous. Au centre, vous avez votre ancêtre commun. Notre ancêtre commun, c'est l'ancêtre commun de tout ce qui vit sur Terre.
Hein, c'est ce qu'on appelle l'UCA, l'As Universal Common Ancestor. Et c'est vraiment là que tout a commencé. Tout ça pour dire que vous partagez des gènes, vous partagez de l'information avec l'ensemble de ce qui vit sur Terre. On a vraiment une origine commune. Je passe parce que je pourrais parler rien des heures là-dessus. Simplement pour dire encore une fois, la biodiversité, elle est partout. Elle est évidemment dans ce que vous consommez tous les jours, dans ce que vous mangez. Tout ce que vous mangez vient de la biodiversité. L'eau que vous buvez a été traitée, épurée par des micro-organismes aussi. Et l'ensemble de ces grandes fonctions du vivant, au sens qui nous permet de vivre, mais simplement de respirer à chaque instant, à chaque seconde, vous dépendez directement de la biodiversité. C'est toujours bon de le rappeler quand même. Et finalement, quand on regarde les activités économiques, alors il y a cette notion de service rendu par la biodiversité qui a été popularisée en 2005 pendant le Millennium Ecosystem Assessment qui a été commandé par l'ONU. Vous voyez qu'on est sur des choses qui sont extrêmement récentes. Et on parlait d'une grande classification de ces services rendus par les écosystèmes. On parlait de synergie dans l'atelier qui était ici. Il y a une synergie qui est évidente en permanence, c'est que nous échangeons des flux avec la biodiversité, ou plutôt nous prenons des choses de la biodiversité, et on verra que ce que nous lui rendons n'est pas toujours très propre. Mais on voit bien à travers ça que finalement, toute activité économique, non seulement, effectivement, elle impacte la biodiversité, ça on l'a vu, on est d'accord, et c'est essentiellement ce qu'on voit. Mais là où il faudrait vraiment mettre l'accent aujourd'hui, c'est de dire qu'en fait, toute activité économique dépend de la biodiversité pour ses services d'approvisionnement, pour la régulation des conditions dans lesquelles une entreprise va opérer, mais aussi, par exemple, pour les territoires, pour leur attractivité, pour leur identité culturelle, et ce qui fait qu'on vient y passer un court séjour, qu'on vient y vivre, et c'est ça qui fait la dynamique des territoires. Sans biodiversité, il n'y a pas d'économie. Et quand on change ce regard, quand on fait, on parlait de pas de côté tout à l'heure, quand on change ce regard, on voit bien que finalement la biodiversité, c'est pas quelque chose qui est en bout de tuyau, auquel on fait du mal, mais tant pis, il y a toujours quelqu'un d'autre qui est responsable, on peut être dans le déni là. Non, c'est quelque chose dont on dépend et c'est vital. Ben là, pour le coup, pour l'entreprise, la biodiversité devient un enjeu stratégique. On n'est plus dans une question de culpabilité, de dénonciation, on est bien de dire, encore une fois, il n'y a pas d'activité économique si on n'entretient pas la biodiversité. Et pour pousser un tout petit peu, ben finalement se dire que qu'est-ce que fait un chef d'entreprise qui va dégager des profits? Donc, on voit bien qu'une activité de production génère des réserves. Cette activité de production repose sur un capital immatériel, un capital humain, des connaissances, des savoir-faire, de la confiance, des réseaux. Et tout ça, ça repose sur un capital social, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, la sécurité, toutes ces grandes fonctions régaliennes dont on a besoin. Et bien finalement, quand on a bien compris son intérêt, on réinvestit dans les facteurs de production, donc on réinvestit dans les équipements, dans les brevets, dans la recherche, dans la connaissance, on réinvestit dans la formation, dans la confiance, dans la compétence, et on réinvestit à travers l'impôt dans le tissu social qui fait quelque part ce socle de la création de richesse. Ben simplement, il y a quelque chose en dessous. Quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui est aujourd'hui le grand impensé de l'économie, c'est effectivement ce capital naturel, c'est-à-dire que toute richesse vient de là, on l'a vu dans mon propos précédent. Or, aujourd'hui, il n'existe pas de mécanisme généralisé, universel, systématique de réinvestissement dans le capital naturel, alors que ça existe pour les autres formes de capitaux. Tout se passe encore aujourd'hui comme si nous étions dans une logique de corne d'abondance dans laquelle on pouvait puiser. Ou, vous savez, cette métaphore, j'aime beaucoup des rois fainéants qui puissent comme ça dans le coffre pour distribuer des richesses et acheter la paix sociale. Ça marche quelque temps. Puis au bout d'un moment, on commence à gratter le fond du coffre. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui avec la biodiversité, c'est-à-dire que sous nos yeux, la biodiversité s'effondre. Il ne faut pas compter que ça continue à durer extrêmement longtemps comme ça. Donc il est temps de prendre le taureau par les cornes et de réinvestir dans le capital naturel. C'est vraiment ce à quoi les acteurs économiques devraient aujourd'hui se consacrer. Je continue un tout petit peu, c'est que finalement, on voit aujourd'hui bien cette dépendance à travers les services d'approvisionnement, les services de régulation, cette dépendance de l'économie et de la biodiversité. Mais de toute façon, même ça, c'est de la biodiversité fossile. C'est du calcaire, c'est des roches sédimentaires, c'est l'accumulation de biodiversité pendant des centaines de millions d'années. L'énergie grise qu'il a fallu pour faire ça, c'est du pétrole, c'est de la photosynthèse fossilisée. Et donc c'est, encore une fois, des millions d'années de production d'écosystèmes du passé qui font que notre économie a pu se développer et être ce qu'elle est aujourd'hui. Mais notre économie, dans son état actuel, elle est ancrée dans le passé. Et on verra plus tard quand on parlera de permaéconomie. Il va falloir qu'elle s'ancre à nouveau dans le présent, puisque le passé n'a plus qu'un temps, il est derrière nous. Il faut qu'on regarde un petit peu l'avenir. Et enfin, dernier point sur ce petit chapitre-là, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est caractérisé par des limites
Ça fait un moment que certains lanceurs d'alerte nous le disent. Aujourd'hui, il y a de véritables consensus scientifiques. Ces limites, elles sont dépassées, et ces limites, elles ont une particularité, c'est que ce n'est pas comme un mur dans lequel on vient de rébuter, puis on rebondit. Non, c'est des limites dans lesquelles on peut s'enfoncer. Et finalement, on va vivre à crédit. Année après année, vous connaissez tous le concept du jour du dépassement, qui a mis l'empreinte écologique. Le jour du dépassement, il arrive en ce moment fin juillet. Dans quelques années, il sera en juin. Ça veut dire qu'avant la moitié de l'année, on aura consommé plus de la moitié de ce que la biosphère peut produire pour satisfaire nos besoins. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans une situation d'endettement chronique, systématique de l'humanité vis-à-vis du capital naturel. Et on le voit là ici, hein, c'est une infographie qui a été faite, mais sur laquelle il y a des études très solides, ne serait-ce que sur le cycle de l'azote, le changement climatique et la perte de biodiversité. Retenez ce chiffre, hein, 100 fois à 1000 fois plus d'extinction d'espèces que le rythme naturel de l'extinction d'espèces. Donc ça veut dire que nous sommes vraiment sur un rythme d'accélération de disparition d'espèces. Voilà, il faut prendre en compte ces limites-là, et toute la question c'est comment on va pouvoir aujourd'hui réintégrer ces limites. Aller chercher non pas des matériaux, non pas des matières premières, non pas des ressources physiques dans la biodiversité, mais aller chercher une source d'inspiration pour faire autrement, ben ça ne lui fera pas de mal. Au contraire, l'objectif c'est même que ça lui fasse du bien. L'enjeu du biomimétisme, c'est de comprendre comment ça fonctionne, le vivant. Le vivant, qui est d'ailleurs un terme complètement synonyme de biodiversité. Vous remplacez l'un par l'autre, ça marche toujours. C'est innover par le vivant, avec le vivant, et c'est innover pour le vivant, puisque l'objectif du biomimétisme, c'est vraiment de faire en sorte que nous ayons un mode de développement économique qui soit contributif et qui restitue quelque chose de positif au vivant. Alors, quelques exemples. La grande dynamique générale de la biosphère, de la biodiversité, du vivant, appelez-le comme vous voulez, depuis 3,8 milliards d'années, peut-être même 4 milliards d'années, ben c'est quelque chose qui, en permanence, innove, qui crée de la richesse, qui structure de la matière et de l'information, qui organise des systèmes complexes. Et finalement, toutes ces fonctions-là, on voit bien, ce sont des fonctions qu'on demande aux acteurs économiques aussi de faire. La biodiversité sait très bien le faire depuis des milliards d'années, et elle sait très bien le faire avec un cahier des charges qu'on partage tous, qui s'impose aussi à nous, qui est de faire avec les ressources qui sont ici présentes sur place, et de le faire avec ce flux d'énergie qui vient du soleil en permanence. Le grand malentendu de la révolution industrielle, le grand malentendu du développement économique actuel, c'est que nous avons fondé notre richesse sur un stock en négligeant le flux du rayonnement solaire. Le biomimétisme, c'est d'abord nous inspirer et se dire que finalement notre économie demain, ce sera une économie du flux qui va reposer sur l'énergie solaire et qui va gérer ce stock de la manière dont on le possible. Alors, pourquoi finalement s'intéresser aux espèces? Tout simplement parce que 3,8 milliards d'années d'évolution, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, 12, peut-être 25 millions d'espèces, un petit peu moins là, je suis plus conservateur ici, qui ont colonisé tous les milieux, qui se sont adaptés à toutes les conditions de l'écosystème planétaire. Ça veut dire que chaque espèce qui vit aujourd'hui, ou chaque espèce qui a vécu l'air dans le passé, est une innovation qui a réussi, est une innovation qui a trouvé sa place dans un jeu de contraintes absolument draconiennes. Donc il y a vraiment des sources d'inspiration à aller chercher. Et puisqu'on parle, et on l'a vu d'ailleurs dans l'exemple dans l'atelier qui était ici sur l'écologie industrielle, on parle de plus en plus souvent d'écosystèmes d'acteurs. Eh bien très bien, prenons-le au mot, ce concept d'écosystème d'acteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème d'acteurs qui fonctionne bien? Ben, vous avez un exemple sous les yeux. Une forêt, comme ici par exemple, est un écosystème complexe, extrêmement diversifié d'acteurs qui puissent son énergie d'une seule source, qui est celui du rayonnement solaire, qui va en permanence capter, concentrer et stocker cette ressource diffuse et faire finalement ce qu'on appelle de la négantropie, en opposition à l'entropie qui est la dispersion d'énergie. C'est un écosystème d'acteurs qui va fabriquer en permanence l'ensemble de ces matériaux et les recycler en permanence aussi, l'ensemble de ces constituants. Il n'y a pas de déchets dans un écosystème comme celui-là. C'est un écosystème qui va capter les eaux pluviales, les stocker, les conserver, les épurer. Et c'est un écosystème qui va abriter une diversité extrêmement grande et se nourrir d'interactions extrêmement fortes. Ce qu'on ne voit pas sur l'image là, ce sont des informations qui circulent d'une espèce à l'autre, d'un individu à l'autre. Alors ça a été largement popularisé par des ouvrages sur les arbres ces dernières années, mais c'est quelque chose qui correspond à des découvertes récentes. En fait, l'essentiel, comme dirait Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel de la diversité du vivant, elle n'est pas dans les individus, elle n'est pas dans les espèces, elle est dans l'information et les interactions entre ces êtres vivants. Et pour vous donner un exemple de la manière dont ça peut se matérialiser, ben c'est ça. C'est ce qu'on ne voit pas d'habitude, c'est ce qui se passe dans le sous-sol, c'est le réseau du mycélium,
ces champignons filamenteux, qui sont équivalents pour les arbres à des bactéries avec lesquelles nous digérons nos aliments. Ce sont grâce à ces champignons que les arbres peuvent puiser des nutriments du sol, ils en ont besoin, ce sont des symbiotes là aussi. Mais par ce réseau de mycélium ne passe pas que des nutriments, passe aussi de l'information. Passe aussi des échanges de coopération, des synergies. Ce qui est intéressant, c'est que, on se demande parfois comment font les jeunes arbres pour pousser aussi vite d'ailleurs, alors qu'ils n'ont pas accès à la lumière, ils sont à l'ombre des grands arbres. Pendant très longtemps, on pensait que c'était la compétition qui dominait. Et en fait, récemment, on s'est aperçu que les grands arbres nourrissaient, via ce réseau de champignons, les jeunes arbres en leur envoyant des nutriments. Pourquoi ils font ça? Ils sont en train de nourrir leurs futurs compétiteurs. Mais ils font ça parce qu'en changeant de perspective, l'arbre ne regarde pas l'individu arbre, l'arbre regarde la forêt, et la forêt est finalement un super organisme, et en faisant cela, il nourrit l'écosystème, il prépare la génération future, et du point de vue de la forêt, on a des mécanismes d'auto-entretien permanent. La nature, c'est pas du tout la compétition féroce telle qu'on a cru comprendre en lisant mal Darwin. La nature, c'est essentiellement des relations de coopération entre des organismes d'une même espèce ou d'espèces différentes. Alors j'aime bien ce petit clin d'œil puisqu'on parle de champignons aussi. Ça, c'est un chercheur japonais qui a essayé quelque chose. Vous voyez, au milieu, vous avez le champignon, c'est un globe, en fait, c'est pas tout à fait un champignon, à la place de Tokyo. Et puis, il a placé des flocons d'avoine, donc de l'alimentation, aux différents endroits où se trouvent les grandes villes de la baie de Tokyo. Et vous voyez qu'en 26 heures, cette espèce de bestiole, mi-champignon, mi-animal, on ne sait pas trop ce que c'est, le globe, a reproduit un réseau logistique pour aller chercher sa nourriture, et c'est un réseau qui est à la fois plus efficace, plus direct, moins redondant et plus adaptable que tout l'ensemble des réseaux ferroviaires et routiers qu'on va trouver dans la baie de Tokyo. En 26 heures, pour un animal, on va dire, mais qui n'a pas de cerveau, pas de système nerveux central, c'est quand même une belle prouesse. Donc, comme quoi on peut s'inspirer même des organismes les plus modestes. Et ça, c'est une belle leçon à recevoir aussi, c'est une belle leçon d'élégance. Ce que vous avez là, ça ne se voit pas à l'œil nu, ce sont des diatomées, ce sont des micro-organismes marins qui se font une enveloppe externe en verre, en silicium pur. Elles font du verre à température ambiante. Nous, pour faire du verre, on prend du sable et on le fait chauffer à 1500 degrés. Vous imaginez le gain énergétique si on était capable de fabriquer du verre à température ambiante. Mais il y a un niveau d'inspiration dans le biomimétisme, qui est la chimie verte, qui est le procédé du vivant. Ce qu'on constate en général, c'est que ce que font les organismes non humains, bactéries, même araignée, qui fait de la fibre de carbone de son abdomen, elle fait des choses avec une économie de moyens, une élégance quelque part dans la manière de faire qu'on ne peut que leur envier. Et notre processus classique qui consiste à chauffer, à battre, et généralement à empoisonner un petit peu, parce qu'on a plein d'additifs un petit peu partout, ben, il est battu à plat par ces micro-organismes-là dont on a vraiment beaucoup à apprendre, des belles leçons de vie. Et enfin, je continue, mais peut-être que l'essentiel, il n'est pas dans les formes, dans les procédés que je viens de vous montrer, peut-être que l'essentiel, il est dans le rapport à la connaissance et à l'information. Je l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel de la biodiversité, ce sont des interactions entre les êtres vivants. C'est donc des flux d'informations entre individus et entre espèces. Et en fait, nous gargarisons depuis les années 80 d'être dans l'économie de la connaissance. Or, en fait, quand on regarde les chiffres mondiaux de l'économie, les chiffres mondiaux de flux de matière et d'énergie, mais jamais ils n'ont été aussi importants dans l'histoire de l'humanité. Car on a beau dire qu'on est dans l'économie de la connaissance, il y a 50 ans qu'on en parle, les flux vont continuer à exploser quand même. Dans la nature, vous n'avez pas la même chose. Pourquoi? Parce que ces flux sont limités par la photosynthèse, par l'énergie du soleil, et par les rendements thermodynamiques de digestion aux différents niveaux de la chaîne trophique. Et finalement, on se rend compte que la manière dont le vivant va compenser cette rareté relative, rareté en termes de coûts métaboliques, par exemple d'accès à l'énergie, d'accès à la matière première, puisqu'il faut de l'énergie pour faire la matière première au vivant, va le compenser par de l'information. Encore une fois, la seule différence entre vous, une girafe, un séquoia géant ou une moule, ou même une algue, c'est l'information. Vous avez le même code génétique. Ce code, vous avez fait les mêmes constituants, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, pour l'essentiel, pour 95% de vos matériaux. Ce qui fait la différence, c'est l'information qui va combiner ces éléments et les structurer. Et ce qui fait la différence dans les écosystèmes, c'est l'information qui va circuler dans les écosystèmes. À l'inverse, notre monde technologique, il va puiser dans des ressources qui sont gratuites et qui sont illimitées. La nature ne voit pas de facture quand on va pomper quelques mètres cubes de pétrole dans le sous-sol. La nature ne voit pas de facture quand on va extraire des minéraux, des roches calcaires pour faire des granulats et du béton. Donc finalement, tout le reste, ce sont des coûts transactionnels, des coûts d'humain à humain. Donc comme ces ressources sont gratuites,
on puise allègrement dedans, et donc finalement on n'a pas tant besoin que ça d'informations. Donc, contrairement à ce qu'on croit souvent, l'intelligence, elle n'est peut-être pas forcément, aujourd'hui pour l'instant, du côté de l'humanité. Alors si on appelle l'intelligence, on a peut-être la sagesse, et la sagesse peut-être de regarder autrement ces organismes vivants, c'est ce qu'on peut peut-être essayer de faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça, c'est une vraie réponse à l'inversion de rareté. Si vous prenez sur votre gauche, donc ce qui était rare en bas, vous êtes en 1850, vous êtes au moment de l'émergence de la première révolution industrielle. Pourquoi on a fait une révolution industrielle à ce moment-là? Parce que vous aviez à la fois, les conditions étaient réunies, vous aviez à la fois une abondance de ressources fossiles, minières, énergétiques, minérales, et une grande rareté de ressources humaines, 7 fois moins d'humains sur Terre qu'aujourd'hui, des humains beaucoup moins bien formés, des humains qui travaillaient pour l'essentiel au champ parce que les rendements agricoles étaient assez faibles. Et donc, quand on veut développer une industrie dans ces conditions-là, on cherche à faire des gains de productivité sur ce qui est rare, c'est-à-dire la capacité de travail. Et donc, pour ce faire, on mobilise avec une grande intensité les ressources matérielles, l'énergie, le charbon, le fer, etc. Et vous avez là les prémices de la révolution industrielle, du rail, du charbon et autres. Aujourd'hui, en presque 2020, ces ressources qui étaient rares, les ressources humaines, immatérielles, sont devenues extrêmement abondantes. Nous sommes plus nombreux, nous sommes mieux formés, nous échangeons de l'information à la vitesse de la lumière. Et par contre, ces ressources physiques sont devenues rares. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut peut-être faire comme ça. On peut peut-être essayer d'inventer une autre économie qui crée de la richesse sur ce qui est abondant et qui soit radicalement plus économe sur ce qui est devenu rare. Mais ça, c'est pas de l'innovation technologique, ça, c'est des changements organisationnels, ça, c'est de l'innovation dans les modèles économiques, ça, c'est de l'innovation dans les coopérations sur les territoires et au sein des filières économiques. Et cette innovation, ben voilà, ça fait des milliards d'années que ça existe. L'économie circulaire de la biosphère, c'est là aujourd'hui. On peut se dire qu'on pourrait faire pareil. Ça ne devrait pas être trop difficile pour une espèce qui se prétend intelligente, on devrait pouvoir y arriver. Et enfin, l'idée, c'est surtout de comprendre aussi que l'économie circulaire, c'est pas que du recyclage, ça on a une fois aujourd'hui, il y a derrière aussi, j'imagine, mais que c'est de raccourcir les boucles. Et de bien comprendre que plus les boucles sont courtes, plus on se rapproche de la création de valeur pour le client, plus on met d'intelligence dans la manière de faire, plus on met d'intensité dans les relations entre les acteurs économiques qui sont impliqués dans les processus, et donc plus on va être économe en énergie et en matières premières, et on voit bien que la réponse à l'inversion des raretés se situe dans les boucles courtes, qui sont les plus vertueuses à tout point de vue, d'un point de vue économique comme d'un point de vue environnemental. Alors si je vous montre ça, je vous ai parlé des crises d'extinction majeures, vous avez la résumé avec ces petites flèches. Vous voyez que celle du Crétacé, la dernière, c'est pas en plus la plus importante qui a eu lieu. Bref, nous sommes aujourd'hui dans cette 6e crise d'extinction. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une espèce de courbe comme ça assez instable. Et vous voyez par exemple le Trias, Jurassique, Crétacé, 165 millions d'années de très grande stabilité climatique, de très grande stabilité géologique sur Terre. Les continents étaient à peu près formés comme ils le sont aujourd'hui, etc. Pas de grands bouleversements. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des conditions favorables pour l'épanouissement de la biodiversité. Et vous avez les dinosaures qui apparaissent. Et vous avez des niches écologiques qui sont occupées par des géants très spécialisés, très rapides, très compétitifs. Prenez les 30 Glorieuses dans l'histoire économique, et vous avez à peu près la même chose. Vous avez Ford, vous avez General Motors, vous avez des géants qui deviennent un jour des dinosaures parce qu'ils sont plus adaptés au monde dans lequel ils vivent. Quand les conditions sont stables et favorables, les compétences dont vous avez besoin pour réussir ne sont pas les mêmes que quand les conditions deviennent instables et difficiles. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment où les conditions sont instables, sont difficiles pour tout le monde, et c'est pas la vitesse, c'est pas la puissance qui va primer, c'est l'agilité et la capacité à innover. Heureusement, vous avez une chance pour ça. Vous avez tous des capacités, vous avez tous des compétences, vous avez tous des outils, des infrastructures. Mais le vivant a sa recette magique, sa martingale. Sa martingale s'appelle l'exaptation. L'exaptation, c'est la manière dont le vivant bricole en permanence avec ce qu'il a pour réutiliser des structures ou des compétences dans un contexte radicalement différent. Et ici, par exemple, ce sont les plumes qui, chez les dinosaures, servaient à isoler le corps de l'environnement extérieur, un isolant thermique, et quand certains dinosaures sont devenus des oiseaux, ces plumes sont devenues indispensables au vol. Elles ont complètement changé de structure, de forme, mais c'est à la base toujours des plumes. Il y a certainement aujourd'hui, dans nos entreprises, dans nos économies, dans notre territoire, des quantités d'infrastructures qui sont plus adaptées. Mais peut-être qu'on peut les retourner, les transformer, les exacter, et en faire des atouts pour ce nouveau monde qui se prépare.
L'enjeu et la question qui est posée par ce concept de permaéconomie, c'est qu'on peut faire la meilleure économie circulaire du monde si on oublie le vivant et si on oublie que nos économies sont ancrées dans le vivant. Elle ne servira à rien, elle restera hors sol et peut-être même qu'elle va précipiter l'accélération vers ce grand choc. Si on ancre cette économie dans le vivant, mais surtout si on remet les choses à leur place. Vous savez, par exemple, cette fameuse présentation des trois sphères du développement durable, économique, social, environnemental, qu'on a vu ad nauseam dans d'innombrables publications, en fait, elles ne reflètent pas du tout les réalités. Ces trois sphères, elles ne sont pas les unes à côté des autres, elles sont imbriquées les unes dans les autres. Vous avez des environnements de systèmes. L'anthroposphère, c'est la sphère humaine, vous êtes une espèce vivante, vous vivez, comme moi, dans la biosphère, dans la biodiversité. Et l'économie, finalement, c'est un moyen, c'est un mode d'organisation adopté par les hommes, par les humains, pour produire et répartir des richesses à la surface de cette planète. Donc c'est un sous-système de l'anthroposphère. On voit bien que ces systèmes sont emboîtés, et en plus, si on les regarde de manière un petit peu plus systémique, on voit bien qu'il y a des interactions. Ce que j'évoquais tout à l'heure, ce sont ces interactions entre l'économie et la biodiversité. On a des prélèvements d'un côté, on a des consommations d'espace, consommation de ressources, etc., des relations de dépendance de la biodiversité. Et de l'autre côté, la biodiversité est aussi l'exutoire ultime, celle vers qui on envoie l'ensemble de nos pollutions, de nos dégradations, de nos artificialisations, d'érosion des sols, etc. Et donc on voit bien qu'on a ces impacts. Voilà. Finalement, si on cherche à avoir quelque chose qui soit en équilibre, ça nous amènerait vers ça, c'est-à-dire qu'on remplacerait ce sous-système économique par un système permaéconomique, et là je suis dans la métaphore avec la permaculture évidemment, cette agriculture dont finalement la double ambition, c'est d'une part de produire une récolte, parce qu'il faut bien nourrir les gens, il faut bien que l'agriculteur vive de son travail, mais aussi de nourrir le sol. Et en fait, l'agriculture, elle a ce double objectif en permanence que d'enrichir, de restaurer le sol, d'augmenter, de travailler avec la biodiversité microscopique du sol pour augmenter sa capacité à stocker les nutriments et à stocker l'eau. Finalement, ce sous-système permaéconomique, à travers des stratégies que je développerai sur le biomimétisme comme source d'inspiration pour nos organisations, pour nos procédés, pour nos modèles économiques, à travers l'écologie industrielle et territoriale et toutes les autres manières qu'on a de boucler les flux pour minimiser les dépendances, et à travers l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et à travers tous ces modèles économiques émergents, l'idée c'est de réduire les flux entrants, les flux qui viennent de la biodiversité pour aller vers l'économie, donc de limiter nos consommations, les ressources, dans toutes les dimensions, et en même temps de travailler sur cette question du réinvestissement dans le capital naturel, comme le fait le permaculteur quand il va faire du fumage, quand il va conserver toute la matière organique sur place, quand il va convoquer la biodiversité sur sa parcelle ou la chasser pour justement faire en sorte que les sols soient de plus en plus riches et que les interactions soient de plus en plus riches entre les organismes vivants. Le réinvestissement au capital naturel, ça peut être très concret, ça peut être sur les territoires, ça peut être dans les villes. On a vu des exemples dans les ateliers juste avant, d'espaces végétalisés en ville qui étaient des espaces productifs, par exemple. Et donc on voit bien que l'idée, c'est d'arriver à un système qui soit à l'équilibre. La permaéconomie, c'est pas autre chose que ça. C'est une économie qui permet en fait de préparer les richesses du présent en préparant la capacité de l'économie à produire des richesses pour demain. On n'est plus dans une opposition entre aujourd'hui et demain, on est vraiment dans une relation synergique entre ce qu'on peut faire aujourd'hui, la satisfaction des besoins actuels et la satisfaction des besoins futurs. Ça repose, je vais pas détailler tout ça, sur des principes généraux. D'abord des principes éthiques, mais je reparlerai d'éthique tout à l'heure, mais simplement trois principes ici fondamentaux. Prendre soin de la terre, prendre soin des humains, oui, à quoi ça sert l'économie si c'est pas pour prendre soin des humains, et partager équitablement. Ça, c'est peut-être pas toujours le cas aujourd'hui dans l'économie. Mais partager équitablement, ça veut dire aussi élargir la sphère pour se dire est-ce qu'on ne peut pas regarder dans le partage équitable avec le vivant non humain. Parce qu'il faut bien partager l'espace, il faut bien partager les ressources avec ce vivant non humain dont nous dépendons. Sinon, on imagine un monde dans lequel demain il n'y aurait plus que des humains et quelques espèces qu'on estimerait utiles au mépris de toutes les autres. Mais ça, oubliez, c'est une utopie, sinon une dystopie, ça n'existe pas, ça n'est pas envisageable. Nous ne connaissons pas suffisamment la biodiversité pour imaginer ne conserver que les espèces qui nous intéressent. Et après, on a des principes d'observation alors qui sont formulés de manière un peu ésotérique, comme ça, observer, interagir, obtenir une production, appliquer l'autorégulation, accepter la rétroaction. Je ne vais pas les développer là, évidemment. Ce que je vous invite, c'est à faire un stage de découverte de la permaculture. Et vous voyez que c'est des principes qui paraissent ésotériques en première lecture, qui deviennent une nouvelle manière de penser, et surtout qui invitent à penser de manière systémique, qui vont s'intéresser aux liens
entre les éléments du système et pas seulement les éléments eux-mêmes. Première chose qu'on peut faire en termes d'éthique, c'est de respecter la réalité. C'est-à-dire d'arrêter de construire un monde mythique, un monde irréel qui reposerait sur des fantasmes, pour regarder le monde tel qu'il est vraiment. Et finalement, c'est vrai aussi dans les relations interindividuelles, dans les relations humaines. La première chose, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à la personne qui est en face de vous, que ce soit la personne avec qui vous êtes en couple, ou vos enfants, ou vos collègues de travail, c'est de les accepter comme ils sont. Et d'éviter de projeter vos fantasmes, vos envies, vos désirs, en disant bah, « tiens, il serait mieux s'il était comme ça, etc. » Non, il est comme il est, elle est comme elle est, et c'est comme ça, et c'est très bien comme ça. Ben non, voilà comment il est. Il y a quelques années, Descartes nous invitait à nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. C'était très bien dans ce concept-là. On était dans le discours de méthode en 1464, ou en 1664, vous vérifierez la date, je ne sais plus exact. Bref, il y a 4 siècles à peu près. Pendant le petit âge glaciaire. À une époque où la médecine était complètement balbutiante, à une époque où l'agriculture ne parvenait pas à nourrir les humains en Europe, les gens tombaient comme des mouches. Et effectivement, imaginez mobiliser les ressorts de la connaissance pour mettre au point des techniques qui permettraient aux humains d'améliorer leurs conditions de vie, ben ça, c'est la pensée moderne. La pensée moderne, elle se bâtit sur une lutte contre la nature qu'on associe au hasard et à l'imprévisibilité. C'est très bien. Sauf que 4 siècles après, on devrait peut-être dépasser cette vision-là, parce qu'on voit bien qu'on a atteint les limites. En fait, il faut qu'on retrouve la capacité que nous avons tous à naviguer en complexité, qui est une capacité intuitive, quelque chose qu'on fait naturellement sans l'avoir appris. Je vous donne simplement un exemple, quand vous faites du vélo, tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin de connaître les 3 volumes des mathématiques, de la cinétique et de l'équilibre au vélo pour faire du vélo. On n'a pas besoin de maîtriser et de connaître à l'avance tous les éléments qu'on va croiser. On s'adapte de manière dynamique, c'est ce qu'on sait faire en général. Et d'ailleurs, le management en entreprise, c'est à peu près la même chose. Et j'ai envie de prendre une autre métaphore, peut-être plus jolie aussi encore. On est sur un sport d'équilibre toujours, autre chose. Le surfeur, est-ce qu'il est maître et possesseur de la vague? Est-ce qu'il contrôle la vitesse, la puissance, la direction, la hauteur de la vague? En aucun cas. Et pourtant, on parle de l'art du surfeur. Et son art, à ce surfeur, c'est d'utiliser la puissance, la force propultrice de la vague pour se propulser, pour avancer avec cette vague. Donc il l'utilise à son profit, de manière un peu joueuse, un peu ludique, sans jamais chercher à contrôler la vague, ni à imposer sa puissance à la vague, sa puissance étant tout à fait dérisoire par rapport à celle de la vague. Donc comprenez que maintenant, le surfeur, c'est l'humanité, et la vague, c'est la biodiversité. En aucun cas, nous ne contrôlons la vitesse, la puissance, la direction, la hauteur de la biodiversité. Nous interagissons en permanence avec la biodiversité. Simplement, nous avons cherché, dans le progrès technologique, par la révolution agricole, par la révolution industrielle, depuis le néolithique même, ça remonte il y a très longtemps, 8000 ans à peu près, on a cherché à imposer notre volonté à la biodiversité, à la lier dans sa nature spontanée, foisonnante, imprévisible. Et en fait, ce qu'il faudrait qu'on apprenne aujourd'hui, c'est à sortir de cette pensée néolithique, sortir de ce rêve de maîtrise et se dire finalement on peut interagir autrement avec la biodiversité tout en profitant autant, sinon plus qu'aujourd'hui, mais simplement en renonçant à ce mode de relation qui est un mode de domination et en étant dans un mode de relation beaucoup plus équilibré, peut-être plus humble, mais beaucoup plus riche avec la biodiversité. Ben ça, c'est ce à quoi nous invite la permaéconomie, c'est ce message éthique finalement dans les relations entre humains et avec la biodiversité. On ira beaucoup plus loin. Si on avance de cette manière-là, on ira beaucoup plus loin si on est plus humble et si on est plus à l'écoute. Merci.